Situation d'urgence, vite, basculez sur la France. C'est ce que cria soudainement, au milieu d'un bulletin d'information, en direct sur la BBC, un présentateur habituellement d'un calme olympien. Une telle rupture avec les usages normaux du journal télévisé était absolument sans précédent. Qu'est-ce qui pouvait bien avoir tant ému l'animateur? À l'écran, les téléspectateurs purent découvrir des scènes extraordinaires, impossibles à concevoir au Royaume-Uni. Laissez-nous vous emmener en France, telle que capturée par la caméra. Une nouvelle, selon laquelle la France avait été élue pays le plus charmant du monde, faisait la une des journaux télévisés à travers le monde. Cet honneur était une reconnaissance du charme de la France dans des domaines aussi variés que le tourisme, l'innovation et l'humanité de ses citoyens. Partout, les médias s'emparèrent de l'information et la BBC y consacra un reportage d'envergure. Richard Harris, le célèbre présentateur de la chaîne britannique, fut particulièrement touché par ce reportage. Tandis qu'il lisait l'information, il ne put s'empêcher de s'exclamer « Il faut absolument que j'y aille ». Cette phrase révélait sans ambiguïté son désir ardent, son excitation pure, comme celle d'un enfant prêt à embarquer pour un voyage d'aventure. Pour Richard, la France n'était plus un simple sujet d'actualité, mais un lieu qu'il devait impérativement voir et vivre de ses propres yeux. Sa décision prise, Richard rassembla immédiatement son équipe pour préparer le reportage. Après un long vol de plusieurs heures depuis le Royaume-Uni, Richard posa enfin le pied sur le sol français. Dès son arrivée, Richard et son équipe commencèrent leur reportage en direct sur les lieux touristiques de Paris. Ils visitèrent les zones piétonnes des Champs, Élysée, la Tour Eiffel et la cathédrale Notre-Dame, des sites emblématiques. Partout, l'animation régnait, les lieux étant bondés de touristes et de résidents locaux. Toutefois, cette atmosphère agréable fut soudainement interrompue par une averse torrentielle. Richard dut temporairement basculer l'émission vers le studio. L'équipe, n'ayant pas de parapluie, se précipita dans la station de métro la plus proche. Alors qu'ils attendaient que la pluie cesse, un écolier scanna son titre de transport et entra. Son cartable sur le dos, il semblait totalement indifférent à la pluie, attirant le regard de Richard. L'écolier se dirigea vers le râtelier à parapluie, prit le sien sans hésiter parmi les nombreux autres déposés, l'ouvrit naturellement et ressortit sous l'averse. Cette série d'actions fut si naturelle, comme faisant partie de la routine quotidienne, que Richard en resta bouche bée. Ce qui stupéfia Richard n'était pas seulement le comportement de l'écolier, mais surtout la présence de nombreux parapluies déposés négligemment sur le râtelier de la station. Chacun était capable de reconnaître précisément le sien, sans prendre celui d'un autre. Pour Richard, c'était une scène absolument impossible à concevoir dans son pays, le Royaume-Uni. Dans l'esprit de Richard surgit l'image des gares ou des installations publiques britanniques. Si des parapluies étaient laissés sans surveillance de la sorte, ils disparaîtraient en un clin d'œil. Pourtant, en France, cette scène était un événement quotidien. Richard ne put contenir sa profonde surprise. À cet instant, l'équipe décida de modifier son programme initial, qui était de couvrir les sites touristiques, pour diffuser cette scène étonnante. Plusieurs écoliers arrivèrent alors, prirent leurs parapluies sur le râtelier, les ouvrirent et sortirent sous la pluie. Richard se tourna immédiatement vers la caméra et commença à parler. « Mesdames et messieurs, nous allons changer le contenu de notre émission pour vous montrer une scène remarquable en France. Je suis actuellement dans une station de métro à Paris, et voici un endroit où les gens laissent leurs parapluies librement. Ce qui est surprenant, c'est que personne ne les vole. Chacun retrouve et prend son propre parapluie. Le croiriez-vous ? » La voix de Richard était empreinte d'une émotion intense, à la limite de l'incrédulité. Une scène considérée comme une pure fantaisie dans son pays était un phénomène courant et intégré au quotidien en France. Ce fait inspira à Richard non seulement de la surprise, mais aussi un profond respect. Dans mon pays, le Royaume-Uni, une telle chose est absolument inimaginable. Mais ici, cela fait partie de la vie quotidienne. La notion morale de ne pas voler les biens d'autrui est profondément ancrée dans les esprits. Dans ce pays, même si les parapluies sont laissés sans surveillance, personne n'y touche. Cela semble être une valeur fondamentale de la société française. La caméra continua de filmer cette scène. Plusieurs écoliers, employés de bureaux et parents trouvèrent leurs parapluies sur le râtelier et s'éloignèrent. Tandis qu'il était ému par le sens de l'ordre en France, une question traversa l'esprit de Richard. D'ailleurs, le premier écolier marchait seul. Est-ce que les enfants marchent seuls en France ? C'est cela, la France. La présence d'une scène impensable au Royaume-Uni percuta violemment Richard. Richard se mit à réfléchir davantage. Les enfants français sont si indépendants à un si jeune âge, et les parents et les adultes leur font confiance et veillent sur eux. Richard ne put s'empêcher de comparer avec son pays. Au Royaume-Uni, laisser de jeunes enfants marcher seuls dans la rue
est considéré comme dangereux, et beaucoup de parents hésitent à le faire. Mais en France, c'est le contraire. La société entière soutient l'indépendance des enfants et garantit leur sécurité. Une culture si différente existe, réalisa Richard. Il faut aussi transmettre cela, pensa-t-il. À ce moment-là, un autre écolier s'approcha de Richard, prit son parapluie et s'éloigna. Richard s'adressa à nouveau à l'équipe. « Braquez la caméra sur cet écolier », insista-t-il. Richard se tourna vers la caméra et commença. « Mesdames et messieurs, je suis en train d'assister à une scène incroyable. Un jeune enfant marche seul dans un lieu public. Au Royaume-Uni, cela serait totalement impensable. Mais en France, c'est une évidence. » Richard continua. « La société dans son ensemble veille sur la sécurité des enfants, créant un environnement où ils peuvent grandir de manière indépendante. C'est vraiment admirable. Je vous rends l'antenne. » Richard était profondément touché par ce qu'il voyait, ressentant la beauté de la société française. La vue de jeunes enfants français se rendant seuls à l'école ou en revenant surprend de nombreuses personnes à travers le monde. Beaucoup d'étrangers se demandent « Comment est-ce possible ?» Un anthropologue culturel, M. Dwayne Ricon, s'est également intéressé de près à ce phénomène et a examiné les raisons sous-jacentes. Richard estima que la raison pour laquelle les enfants français peuvent se promener seuls réside d'abord dans la confiance au sein de la communauté. Dans la société française, les enfants apprennent naturellement l'importance de la confiance dès leur plus jeune âge, au sein de la vie communautaire. Selon M. Ricon, la communauté française voit tous ses membres jouer un rôle dans la protection des enfants, non seulement les adultes, mais aussi les amis, les frères et sœurs plus âgés, assumant la responsabilité de veiller sur les enfants au sein de la société. On peut dire que cela a forgé la culture unique française, où tout le monde élève les enfants ensemble. Ce système de confiance n'est pas seulement un slogan ou une idée. Il est concrètement enseigné et pratiqué dans la vie quotidienne. Par exemple, il est courant que dans les écoles, les enfants se relaient pour le nettoyage ou pour servir à la cantine. Dans les écoles occidentales, ces tâches sont souvent confiées à du personnel spécialisé. Mais en France, les enfants endossent eux-mêmes ces rôles et les exécutent au quotidien. Pour maintenir la propreté de l'école, les enfants nettoient les salles de classe, les couloirs et parfois même les toilettes, en collaboration avec leurs camarades, cultivant ainsi un sens de responsabilité pour les espaces publics. Ce n'est pas à d'autres de nettoyer, mais l'expérience de gérer et d'entretenir eux-mêmes leur environnement immédiat amène les enfants à développer naturellement une conscience de la protection et de la contribution à la société. L'impact de cette éducation sur les enfants français est incalculable, analysa Richard. Elle favorise l'esprit d'indépendance, tout en approfondissant la conscience d'être membre d'une collectivité. En observant des enfants qui ont grandi ainsi, les parents français peuvent être sereins en les laissant sortir seuls. Il n'y a pas que les parents, c'est parce que toute la société est liée par des liens de confiance qu'ils peuvent confier leurs enfants à la communauté en toute tranquillité. M. Ricon s'est montré très intéressé par la profonde confiance que les parents français portent à leurs enfants et à la société dans son ensemble. De plus, il a noté que cette confiance et cette coopération sont des caractéristiques propres à la France. Richard a souligné que ce phénomène est très rare du point de vue des sociétés occidentales. Ce qui est considéré comme normal en France apparaît comme une culture radicalement différente du point de vue occidental. Richard se sentait fortement concerné par le fait que cette différence soit mise en évidence. Il pensait que le lien profond et le sens des responsabilités que possède la société française devraient être davantage reconnus dans le monde. Une fois le tournage terminé, Richard et son équipe décidèrent d'aller déjeuner. Tant qu'à être en France, ils voulaient goûter à la cuisine française authentique. Ils cherchèrent sur leur téléphone et trouvèrent un restaurant français très bien noté. L'équipe s'y rendit, pleine d'attente. Dès qu'ils franchirent la porte, une atmosphère chaleureuse les enveloppa et un espace à l'esthétique raffinée s'ouvrit devant leurs yeux. Richard et son équipe s'installèrent et commandèrent divers plats. Du bœuf bourguignon, des escargots, des quiches lorraines et d'autres classiques de la cuisine française furent servis. Richard avait choisi un menu du terroir. Les plats eux-mêmes semblaient délicieux, mais ce qui attira le plus son regard, c'était la vaisselle en céramique magnifiquement ouvragée qui contenait les mets. De plus, une jolie feuille de papier vélin était glissée sous la vaisselle pour la mettre en valeur. La beauté de l'ensemble fascina Richard. C'est tellement raffiné. Il fut ému par cette esthétique française qui s'intégrait au quotidien, tout en se demandant pourquoi une si belle chose était utilisée de manière si ordinaire. Poussé par la curiosité, Richard engagea la conversation avec le propriétaire du restaurant. Richard apprit d'abord que la vaisselle était de la céramique, un artisanat traditionnel français. Le propriétaire expliqua que cette vaisselle, cuite à partir d'argile,
se caractérisait par un bel émail et un toucher doux. Étonnamment, elle était très durable. On disait que plus on l'utilisait, plus elle devenait belle et maniable, certaines pièces pouvant même durer 100 ans. Richard fut captivé par cet attrait. De la vaisselle qui peut durer 100 ans, c'est presque une existence qui condense le temps, s'exclama Richard, stupéfait. Concernant le papier glissé en dessous, il apprit qu'il s'agissait de papier artisanal, papier d'arche ou vélin, un papier spécial fabriqué selon une méthode unique française. Il se caractérisait par sa souplesse et sa résistance, devenant plus beau avec le temps. Le papier vélin en particulier était très célèbre. Bien que fin, il était si solide qu'il pouvait être conservé pendant des centaines d'années. Richard s'exclama de nouveau. Si fin, mais capable de durer des siècles. Ce n'est pas un simple papier. Richard était profondément ému par le savoir-faire et la culture française intégrée dans la vaisselle et le papier. Bien que les plats devant lui fussent délicieux, l'artisanat traditionnel français qui soutenait cette beauté éveilla en lui un intérêt encore plus vif. Il sentit fortement que ces objets n'étaient pas seulement des accessoires pour le repas, mais des œuvres d'art à part entière, fruits d'une longue histoire et d'une technique maîtrisée. Richard ressentit un désir profond d'en apprendre davantage sur ces magnifiques arts traditionnels. Une passion s'éveilla en lui pour absolument faire un reportage sur les artisans de la céramique et du papier artisanal. D'ailleurs, l'objectif de ce voyage n'était pas seulement de filmer les sites touristiques pour le direct, mais aussi de trouver du matériel pour une émission spéciale. Richard décida, avec son équipe, de partir à la recherche des artisans de la céramique et du papier artisanal pour cette émission spéciale. Grâce aux informations obtenues auprès du propriétaire du restaurant, l'équipe choisit sa prochaine destination. Ils se dirigèrent d'abord vers Sèvres, où une ville de la région parisienne, connue pour la céramique. On leur avait dit qu'ils pourraient y découvrir les techniques traditionnelles de fabrication. Ils décidèrent d'aller interviewer des artisans locaux. La distance entre Paris et Sèvres était courte, accessible en train. Bien que le voyage fût imprévu, ils décidèrent d'en profiter comme faisant partie de leur reportage. Richard et son équipe, arrivés à la gare, montèrent dans un train régional, TER ou RER. Dès qu'ils montèrent à bord, leurs attentes se confirmèrent. L'espace spacieux, le trajet stable et l'atmosphère de propreté impressionnèrent l'équipe. « Voyager en train comme ça, c'est agréable », dit l'un d'eux, et tous hochèrent la tête. Ce qui les surprit encore plus fut la ponctualité du train SNCF. À l'heure exacte du départ, le train quitta la gare avec la précision d'une horloge. Cette exactitude fit que Richard jeta un nouveau regard à sa montre. « C'est bien la France, la notion du temps est différente », dit Richard à son équipe, admiratif. Jusqu'à présent, ils avaient été agréablement surpris par le confort et l'exactitude. Mais une chose encore plus étonnante attendait Richard et son équipe. En regardant autour du wagon, Richard remarqua que de nombreux passagers dormaient profondément. Si cela n'avait été que la fatigue du voyage, cela aurait pu s'expliquer. Mais ce qui fit écarquiller les yeux de Richard, c'est qu'aucun passager ne semblait s'inquiéter de ses bagages. Les sacs étaient posés à leurs pieds ou sur le siège à côté, et ils dormaient sans aucune méfiance. Cette scène fit douter Richard de ce qu'il voyait. « Est-ce vraiment la France ?» se demanda Richard. Au Royaume-Uni, si l'on s'endort accidentellement dans un train ou un transport en commun, il est très fréquent de se réveiller et de constater que ses bagages ont disparu. Il est de règle de toujours surveiller ses affaires dans les lieux publics et de ne jamais les quitter des yeux. Pour Richard, habitué à ces pratiques, la scène devant lui était celle d'un autre monde. En observant les personnes endormies, Richard fut impressionné par le bon niveau de sécurité en France et par le sentiment de confiance qui régnait dans la société. Pour immortaliser cet instant surprenant, Richard fit discrètement signe à l'équipe de commencer à filmer. « Mesdames et messieurs, j'assiste une fois de plus à une scène incroyable », commença Richard, chuchotant à la caméra. « Nous sommes à l'intérieur d'un wagon en France. Presque tous les passagers dorment. Mais ce qui est surprenant, c'est que personne ne se soucie de ses bagages. » La voix de Richard trahissait à la fois surprise et excitation. « Imaginez, mesdames et messieurs, est-ce qu'une scène où tant de gens dorment sans méfiance pourrait exister dans un train au Royaume-Uni ou en Europe? Et les bagages sont laissés là, sans que personne ne s'inquiète du vol. » Richard continuait son reportage étonnant, contenant son incrédulité. « En France, c'est le quotidien. Cela n'est possible que parce que la sécurité est étonnamment bonne et que la société se fait mutuellement confiance. C'est un phénomène propre à la France. » Richard transmit aux téléspectateurs sa surprise, la plus sincère possible. Dans ce wagon de train en France, Richard fut à nouveau profondément ému par la profondeur de ce pays et par la forte confiance mutuelle de ses habitants.
Richard et son équipe arrivèrent enfin à Sèvres, célèbre pour la céramique française. Dans cette petite ville, d'anciens fours et des boutiques de céramique moderne se côtoyaient, mêlant beauté et tradition à l'ensemble du lieu. La vieille rue était animée, pleine de divers objets en céramique et de spécialités locales. Autour de la ville, un fleuve coulait tranquillement, et des collines verdoyantes formaient l'arrière-plan, composant un paysage où l'artisanat et la tradition coexistaient harmonieusement. Richard et son équipe se rendirent d'abord à l'atelier de céramique où ils avaient obtenu l'autorisation de filmer. La caméra se mit à tourner, et Richard commença. « Mesdames et messieurs, voici la France. Nous sommes arrivés à Sèvres, célèbre pour sa céramique. On dit que la céramique est la vaisselle ultime qui peut durer 100 ans. Allons voir cette technique étonnante. » Dans l'atelier, les artisans commençaient à fabriquer la vaisselle à partir d'un bloc d'argile, façonnant l'argile avec soin sur le tour de potier. Richard observa attentivement l'application répétée de couches d'émail. Cette tâche exigeait une précision et une concentration dignes d'un peintre. Après l'émaillage, il fallait attendre le moment opportun pour cuire la pièce au four et vérifier son état après chaque cuisson avant de passer à l'étape suivante. C'est grâce à ces étapes répétées que l'on obtenait la couleur douce et la durabilité. Les artisans expliquèrent que l'état de l'argile variait en fonction de l'humidité et de la température du jour. Il fallait donc procéder avec précaution à chaque étape. Il fallait parfois plusieurs semaines à plusieurs mois pour qu'une seule pièce de céramique soit achevée. L'argile est comme un être vivant, expliqua l'un des artisans. Le produit fini est légèrement différent selon le temps et l'environnement. C'est pourquoi nous devons dialoguer constamment avec la terre pour trouver le moment le plus opportun. Lorsque Richard demanda pourquoi tant de temps et d'efforts étaient nécessaires, l'artisan répondit « Une céramique fabriquée à la hâte ne sera jamais belle. La céramique est quelque chose qu'il faut cultiver avec le temps. Nous comprenons la nature de la terre. Nous dialoguons avec elle et trouvons le moment le plus propice. » En entendant ces mots, Richard et son équipe furent profondément émus par le profond respect des artisans pour leur travail. Après l'interview, Richard et son équipe furent fortement impressionnés par l'attitude des artisans français, qui ne lésinaient ni sur le temps, ni sur les efforts pour achever leurs œuvres, ainsi que par leur quête de la technique derrière cela, qui méritait d'être louée dans le monde entier. Les artisans portaient le fort sentiment d'une mission, créer des œuvres d'art qui coexistent avec la nature et qui se transmettent de génération en génération. La céramique, qui en résultait, dotée d'une beauté et d'une durabilité intrinsèque, émut d'innombrables personnes. Le lendemain, après avoir pris un délicieux petit déjeuner à leur hôtel et avoir bien dormi, Richard et son équipe étaient en pleine forme. Ils se dirigèrent vers le village des Papetiers, une zone célèbre pour le papier artisanal, que nous nommerons simplement le village du papier vélin, dans l'Auvergne. Conformément au plan établi la veille, ils prirent un car pour se rendre à destination. C'est ici qu'est produit le papier vélin, un papier artisanal emblématique de la France. En entrant dans ce village paisible au milieu des montagnes, ils découvrirent que la méthode de fabrication du papier à la main, transmise depuis l'Antiquité, était encore utilisée aujourd'hui. La première chose que Richard et son équipe virent fut les artisans manipulant méticuleusement, à la main, les fibres issues de l'écorce, du lin ou du coton, qui servent de matière première au papier artisanal, puis effectuant le travail de formation des feuilles dans l'eau. Ce travail était non seulement extrêmement laborieux, mais il exigeait aussi de longues années d'expérience pour produire un papier de haute qualité. Le processus de fabrication du papier artisanal était incroyablement complexe, nécessitant parfois plusieurs mois pour être achevé. Il fallait d'abord extraire l'écorce ou la fibre de la matière première, la faire bouillir, puis la broyer finement à la main. Ensuite, un long travail de rinçage dans l'eau était nécessaire pour éliminer les petites impuretés. Enfin, le séchage naturel à l'air libre permettait d'obtenir un papier artisanal à la douceur et à la résistance unique. Fabriquer du papier artisanal, c'est dialoguer avec la nature, expliqua un artisan. Il faut légèrement modifier la méthode de fabrication en fonction du temps, de l'humidité et de la température. C'est pourquoi nous devons trouver la période la plus appropriée de l'année pour fabriquer le papier. L'équipe de reportage réalisa que ce processus minutieux, contrastant avec la société moderne axée sur l'efficacité, créait une valeur qui prenait son temps. L'achèvement d'une feuille de papier artisanale nécessitait d'innombrables étapes de traitement et mobilisait l'expérience et les connaissances de l'artisan. Ce qui émut le plus Richard, lors de cette interview, fut la persévérance et la forte passion des artisans pour la tradition. On disait que la technique de fabrication du papier artisanal ne s'apprenait pas du jour au lendemain, et qu'il fallait plus de 10 ans pour être reconnu comme un artisan accompli. Un artisan chevronné,
fabricant du papier artisanal depuis 30 ans, expliqua. Bien sûr, il est important d'affiner sa technique pour faire du papier artisanal, mais le plus important est d'y mettre son cœur. Nous voulons que le papier que nous fabriquons émeuve celui qui le touche. C'est pourquoi nous ne faisons jamais le même papier. Mais nous nous efforçons de toujours faire mieux, en mettant notre âme dans chaque feuille. L'artisan ajouta. Ma mission est de transmettre cette technique à la prochaine génération. Il expliqua qu'il s'employait activement à former de jeunes successeurs. Fabriquer du papier artisanal n'était pas seulement un travail, c'était aussi une forte responsabilité de transmettre la culture établie par les ancêtres. Après l'interview, Richard et son équipe ressentirent la même passion chez les artisans du papier artisanal que chez les céramistes. Leur engagement envers leur travail et leur forte volonté de préserver la tradition les émurent profondément. Cependant, un incident inattendu se produisit. Alors qu'ils sortèrent du portillon de la gare de Paris, Richard réalisa, horrifié, « Mon sac à dos, je l'ai oublié dans le train. Que faire ?» Il avoua à son équipe qu'il avait perdu espoir de le retrouver. Au Royaume-Uni, si l'on perd un objet dans les transports publics ou un taxi, les chances de le retrouver sont extrêmement faibles. Il faut généralement se résigner à le considérer comme perdu, pensa Richard. Dans ce sac se trouvait son téléphone, son portefeuille et un carnet contenant toutes les informations du voyage. Il serait très difficile de rédiger le reportage à son retour sans cela. Richard était désemparé. C'est alors qu'une voix courtoise se fit entendre derrière lui, en anglais parfait. « Puis-je vous aider ?» Richard se retourna et vit une femme souriante, vêtue de l'uniforme de la gare. Après avoir expliqué la situation, elle dit « On pourrait le retrouver, vous savez. Allons demander au service des objets trouvés. » Elle guida l'équipe vers le service. Bien qu'à moitié sceptique, ils la suivirent. Au service des objets trouvés de la SNCF, la femme expliqua la situation à l'employé au guichet. Le résultat fut étonnant. Seulement 30 minutes plus tard, un appel arriva annonçant que le sac de Richard avait été retrouvé et était en lieu sûr. Richard n'en croyait pas ses yeux. Il se rendit au lieu indiqué à l'heure convenue. L'accueil qu'il reçut là-bas le surprit encore plus. Les employés du service des objets trouvés vérifièrent minutieusement les détails de l'objet perdu, contrôlèrent soigneusement son identité, et une fois toutes les formalités accomplies, le sac lui fut remis, soigneusement emballé pour éviter toute égratignure. Non seulement il a été retrouvé, mais il est emballé. Richard, à la fois stupéfait et reconnaissant, réalisa que c'était là le traitement incroyablement méticuleux des objets perdus, propres à la France. De retour au pays, Richard édita immédiatement le contenu de son reportage en France et le prépara pour le diffuser dans une émission spéciale de la BBC. L'émission spéciale présenta l'étonnante sécurité en France, l'esprit d'indépendance des enfants, le savoir-faire des artisans et l'humanité unique du pays. De plus, l'épisode du sac oublié dans le train, retrouvé intact en si peu de temps, suscita un vif intérêt chez les téléspectateurs. Les réseaux sociaux furent inondés de commentaires tels que « La France est un pays incroyable, la sécurité et la culture sont magnifiques ». L'émission spéciale de Richard Harris eut un succès retentissant. Les téléspectateurs s'exclamaient « Un tel pays existe-t-il vraiment ? Je veux y aller tout de suite ». L'émission fut un énorme succès. En particulier, le sens de l'ordre et la haute moralité en France, ainsi que les reportages sur les artisans qui ne lésinaient ni sur le temps ni sur les efforts, laissèrent une impression profonde. L'émission atteignit un taux d'audience très élevé et reçut de nombreuses demandes pour la production d'autres épisodes. Richard lui-même subit un changement majeur dans sa perception de la France grâce à ce reportage. Il exprima sa gratitude une fois de plus à la fin de l'émission. La France est vraiment un pays spécial. Sa civilité et la chaleur de ses habitants m'ont profondément ému. Alors, qu'avez-vous pensé de l'émission d'aujourd'hui ? Merci de l'avoir regardée.